C'était juste avant la libération, oui. Et moi, je dormais là quand c'est arrivé. Je me trompe pour là. Oui. Et c'est arrivé quand? C'est marqué derrière, le 24 juillet 1944, à 1h moins 10 du matin. Et toute la famille était dans la maison? Personne n'était blessé. J'avais les plaques et puis les morceaux de verre sur le visage, enfin dans le lit. Et ça me réveille. Ça fait peur. Alors ce qui fait peur en plus, ça dure, vous avez l'impression que ça ne va pas finir, c'est l'écrasement des toitures et tout ça. Parce que... Oui, ça bouge, vous entendiez, ça continuait à s'écrouler en fait. Oui, ça continue à s'écrouler, et puis alors vous êtes dans une poussière et dans le noir, c'est effrayant. Alors, vous allez me rappeler votre année de naissance 22 avril 1935. D'accord, donc à la Libération, vous aviez 9 ans. 9 ans. Oui, 9 ans. Et je me rappelle de 1940, à l'époque de l'invasion allemande. Mon père était parti à la guerre, et puis les Allemands sont arrivés. Et une petite anecdote, l'institutrice nous avait demandé, j'allais à l'école, et elle nous avait dit surtout si vous voyez les Allemands, vous ne vous arrêtez pas à eux, et vous ne prenez rien de leur part. Et le lendemain, je rencontre un camion d'Allemands qui était en stationnement et qui m'offre des bonbons. Je n'ai pas résisté, j'ai mangé des bonbons, je suis pas mort, oui. Donc votre papa a été mobilisé dès le début de la guerre alors. Dès le début, oui. D'accord. Et quand ma sœur a eu pour l'intervention du docteur Grimbert, mon père a été appelé par lui, il a envoyé un message, un télégramme, et pour le faire venir pour donner son avis. Parce qu'il y avait 2 docteurs dans le secteur, tous les docteurs étaient partis, nos docteurs étaient à train, donc ils étaient partis à la guerre, et il restait le docteur Grimbert à Morteau, qui voulait la nationalité française mais qui ne l'avait pas, et puis le docteur Goldstein qui était à Chambois. Et le docteur Goldstein était roumain aussi. Et il avait demandé à ma mère si on connaissait quelqu'un, un autre docteur dans le coin, pour pouvoir se confronter puis décider de faire une intervention, quoi. Et alors ma grand-mère qui connaissait très bien ma grand-mère maternelle qui connaissait très bien le docteur Goldstein, et elle a eu contact avec lui puis il a demandé de prendre rendez-vous avec le docteur Grimbert, et ils sont venus un soir, je me rappelle, mon père était arrivé aussi. Et ils se sont confrontés, ils ont vu la petite, qui avait 2 ans, et puis Goldstein lui disait, parce que c'est un pédiatre en plus, il lui a dit, tu vas la tuer, si tu veux faire ce que tu veux faire, ça va être mortel pour elle. Mais il dit, qu'est-ce que je fais? Je la laisse mourir ou je tente quelque chose? C'était là le besoin d'intervention de mon père pour donner son avis. Et là mon père a dit, puisqu'on n'a pas le choix, on tente l'opération. Alors il a fallu la provoquer, l'opération. Alors elle avait 2 ans, et lui a fait des piqûres avec de l'essence de térébenthine. Vous voyez un peu, et 2 piqûres à la cuisse. Et il a amené le lendemain, il dit à mes parents, mon père était déjà reparti, parce qu'il est venu, il y a un coup de vent, puis il est reparti, et il dit à ma mère, je reviens 24 heures après la piqûre, et logiquement, l'abcès de fixation devrait être là. Et manque de chance, le lendemain matin, il dit, je comprends pas. Et je le vois partir. Il avait une petite voiture noire, je crois que c'était une petite traction 7 chevaux, et il part et il sort de la cour de la ferme de mes parents, il fait quelques centaines de mètres, puis on le voit qu'il fait demi-tour, puis qu'il revient en trombe. Il dit à ma mère, vite, une cuvette, du coton, l'abcès remonte, je suis obligé de l'opérer tout de suite. Alors il a fait 2 incisions de 10 cm à peu près dans la cuisse, puis il a pensé, c'est incroyable, hein. Et puis il l'a sauvé comme ça. C'est pour ça que ma mère lui en savait toujours vrai. Hein. Ouais.
Et vous avez appris, quand est-ce que vous avez appris qu'il avait été déporté? Ah ben on l'a appris dans la foulée, parce qu'il était à Morteau, on était au Moutier, on avait... Ah, ça s'est passé peu de temps avant son arrestation, le fait qu'il ait sauvé votre sœur? Oui, c'était... Les dates exactes, je ne me souviens plus. Elle avait 2 ans, donc elle est de 1938, elle est du 1er avril 1938, c'était autour de mars, avril, mai, je ne sais pas. 40. 40. Ouais. D'accord. Et donc oui, vous avez appris de quelle manière? Par les... Eh ben, du bouche à oreille, hein, téléphone arabe. Ouais. et comment je veux dire, non, elle était navrée, mais c'est comment mes parents connaissaient très bien le Guy de Blanchard à l'époque, et je pense qu'il avait eu des informations par lui. Oui. Oui, on le voit dans le livre de Madame Savin. Oui, il dit bien qu'il a eu une information par laquelle, j'ai cru voir ça hier, par lequel il avait dû se suicider. J'ai vu ça quelque part. Ah, dans le livre? Oui. Ah, je sais pas... C'est une interrogation, hein. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Bon, bref, ça ne change rien. Et l'information, on l'a vue par M. Blanchard. Donc quand la guerre a éclaté, vous aviez 5 ans? J'avais 5 ans. 5 ans. Je me rappelle comme c'était hier. Ah oui, qu'est-ce qui vous a le plus Ce qui m'a marqué? choqué, je vous dis l'histoire des bonbons, là. Des bonbons. C'est exceptionnel, mais enfin bon, hein. La veille, elle nous dit qu'il ne faut pas prendre... Des bonbons. Et quand on n'a pas de bonbons, qu'on est gamin, hein, on se laisse tenter. Et là, vous êtes dit que finalement, ils n'étaient pas trop méchants? C'était l'armée d'occupation. C'était la Wehrmacht? Non, il y avait, parce que la maison de mes parents, oui, elle était assez grande, et les 2 chambres qui étaient là étaient réquisitionnées pour les officiers. D'accord. Alors il fallait laisser les portes ouvertes, et ils montaient la nuit quand il y avait un pli à porter aux officiers. D'accord. Donc ils habitaient avec vous? Hein. Ils habitaient avec nous. Alors il y en a un, le premier était contre Hitler. Il était de la Wehrmacht, et l'autre était SS, était pro-Hitler. Ah, il y avait déjà des SS? Là, c'était dès le début de la guerre? Oui, mais il était pro-Hitler. Ah oui. Et on était prévenu par l'autre. D'accord. Le premier arrivé nous avait dit « Oh, j'ai un collègue qui arrive, mais attention. » Et donc là, vous faisiez attention à ce que... Alors, mes parents, moi je n'avais pas beaucoup d'intervention à faire. Ouais. Alors il y avait ça, puis dans la cour de la ferme, il y avait une ancienne maison avec des chambres. Il avait réquisitionné des chambres, il y avait une dizaine d'Allemands là-dedans aussi. Il avait fait des lits superposés. Et puis dans l'autre ferme, un peu plus loin, il y en avait peut-être une trentaine aussi. Et alors, tous les matins, ils partaient faire des manœuvres. Alors moi, curieux, il y avait un accès sur la route. Ils passaient derrière la maison, mes parents, puis ils montaient dans les champs assez loin. Et ils montaient tous les matins à la même heure, ils redescendaient à la même heure. Ils descendaient vers 11h30 et ils montaient vers 9h. 9h moins le quart, 9h. Alors moi, j'ai guetté, bien sûr, pour les voir. Et puis, un jour, ils montent, donc je les vois partir. Puis, chose bizarre, on les entend revenir en marchant, mais rien n'était réglé comme avant. Forcément, il y avait un brancard, et il y en a un qui avait tué un autre, un Allemand. Il avait tiré à balles réelles alors que c'était des balles à blanc. Alors, il avait fait une civière de fortune, 4 bouts de bois, et puis Maccabée était dessus. Et je me rappelle. Ah oui, ça arrive, ça. Et j'ai même eu la curiosité d'aller voir où il avait été tué. Ça vous effrayait pas, ça? Non, ça m'a pas effrayé. Et c'était pas beau à voir, parce que vous savez, quand vous voyez le cerveau d'une personne éclaté sur le sol partout. Surtout lorsqu'on a 5 ans. Hein? Surtout lorsqu'on a 5 ans. Oui, mais vous savez, j'ai endurci de bonheur. Ah oui, de cette façon-là, c'est sûr. Alors, ils sont descendus, alors il y a celui qui avait tiré avec une balle réelle,
il a été incarcéré. Ils ils ont pris une maison et réquisitionné une petite maison pas très loin d'où ils étaient là. Et puis ils ont mis une sentinelle de chaque côté en attendant qu'ils partent et qu'ils soient jugés. Et puis ils l'ont enterré dans le cimetière des Moutiers, l'Allemand. Alors ça, c'était en 40. Vous voyez, je me rappelle comme c'était hier. Hein, et je les vois. Hein. Et donc, vous aviez des frères et sœurs? J'avais 2 sœurs, donc celle qu'a sauvée le docteur Grabert, et une qui est encore existante. Qui était plus jeune? Qui était plus jeune, qui avait 18 mois. Donc vous étiez l'aîné? J'étais l'aîné, oui. Alors, et puis bon, la guerre, mon père est rentré en 41. Ma mère a eu quelques frayeurs parce qu'il a passé pour être tué sur le front 2 ou 3 fois. Et il n'en était rien. Et puis il est passé il a évacué avec l'armée dans le midi de la France. Il était dans le Lot, à Cahors, à côté de Cahors, oui. Et il a eu des frayeurs aussi parce que quand il est parti, quand les trains militaires qui passaient la Loire, il y avait les tirailleurs sénégalais qui étaient là avec des cotons Bigford et des charges pour faire sauter les ponts. Il y a des convois qui sont passés, puis d'autres qui sont restés. Et mon père est resté un long moment sur le pont. Il disait: est-ce que je vais de l'autre côté ou pas? Il a passé, puis il a été démobilisé, il est revenu après. Et donc vous aviez une ferme? Oui. Et donc là, sans le papa, c'est votre maman qui faisait tourner la ferme toute seule? Il y avait mon grand-père qui était à proximité. D'accord. Mon grand-père qui avait fait la guerre de 14 et qui n'avait pas été pris pour faire son service militaire parce qu'il avait un souffle au cœur. Mais quand la guerre est arrivée, il n'y a pas eu de souffle au cœur, il est parti. Ah oui? Il a fait 4 ans, il a même fait plus que ça parce qu'il a fait le Verdun, tous ces trucs-là. Et après, il était envoyé en Italie en occupation. Il a fait encore 6 ou 7 mois en Italie. Il n'avait pas fait le service militaire, vous voyez. Quand il arrive une guerre, vous savez. Il y a pas, oui, ils prennent tout le monde. Et donc, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir manqué au quotidien de nourriture, de quelque chose pendant toute cette période? Oh non, ma mère faisait le maximum. Hein. Je n'ai rien à lui reprocher. Et parce que ça, c'était en 40, 42. Donc il y a eu les... Ça, c'était en 44. 44, ça. Oui. Ça, c'était en 40. 40. Et entre deux, c'était la vie courante, travail, et puis alors, en 44, on a donc été bombardé, on a dû évacuer dans une petite maison qui était à 150 mètres de chez nous. Et on a évacué là, on était tous dans une pièce. Donc ça, c'était après le 24 juillet, hein, c'est ça? Oui. Et je me rappelle du soir du 24 juillet, mon père, on entendait les combats sur Caen, les tirs d'artillerie et tout, il me faisait écouter. Il me dit: écoute, mais ça c'est les tirs de marine, ça c'est ceci, ça c'est cela. Il m'expliquait tout ça. Il faisait un temps magnifique, il faisait doux. Et je me rappelle, puis 3-4 heures après, c'était la cata. Et le 6 juin, est-ce que vous avez entendu des choses d'ici? Ah oui, on entendait bien le canon. Hein. Ah oui, oui. Et au-dessus de chez mes parents, je vous dis, où ils allaient faire du tir, les Allemands, il y avait un petit bois, et avec des grands sapins. Et à cette hauteur-là, on était au niveau de Caen, on voyait très bien Caen. Et on voyait les combats de chars. Enfin, moi je ne les voyais pas parce qu'eux, ils montaient dans les sapins, puis ça leur donnait une hauteur supplémentaire pour pouvoir. Moi, j'étais minus et ils voyaient les boules de feu partir des canons et des chars. Ah, parce que c'était la nuit. Ah oui, ouais. On allait le soir à la tombée de la nuit, à condition de ne pas rencontrer une patrouille allemande. Parce que les patrouilles allemandes, tous les jours, elles montaient ici, elles venaient de Morteau. Ils étaient cantonnés à Morteau, la commandanture était où est Guillemin. Oui, au château de Bloqueville, l'ancien château de Bloqueville. Oui. Ah non, je l'ai bien connu, le château de Bloqueville. Oui. Parce que c'était un ami, comment il s'appelait, monsieur Jam. Jam, le père Jam. Oui. Était de l'âge de mon père, un petit peu plus vieux. Ils étaient amis. Et ils se retrouvaient à l'armée ensemble.
Et après, ben, on est allé plusieurs fois pendant la guerre chez M. Jam au château. Et dans le livre, justement, dans le livre de M. Jam, à un moment donné, ils disent qu'ils ont évacué, qu'ils ont transporté une grosse partie avec des charrettes leurs meubles. Et j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'ils sont partis en fait. Ils se sont mis à l'abri, ils disent un peu plus loin. Vous l'avez lu le livre de M. Jam? Non, non, je l'ai pas. Parce que j'arrive pas à visualiser l'endroit où ils sont allés. Parce qu'ils ont vidé. Alors, je ne sais plus si c'était les Allemands qui leur avaient demandé. Oui, parce qu'il avait établi leur quartier général là-bas. Ouais. À un moment donné, il a fallu qu'ils évacuent, donc ils ont pris avec des charrettes quelques affaires et ils sont allés dans une ferme un peu plus loin, mais je ne vois pas où c'est. Je ne saurais pas vous dire là. Je connaissais bien M. Jam, on est allé, même avec mes parents, on est allé déjeuner chez lui. Et alors là, c'est parti. Pour moi, c'est. J'ai pas suffisamment suivi les choses. Et à 5 ans, donc, vous n'étiez pas scolarisé? J'étais scolarisé à 4 ans. Ah. Et pendant la guerre, vous avez continué à recevoir. Vous alliez à l'école où? Moutier. Il y avait une école dans chaque village. Hein. Ouais, continuez. Alors, c'est sur Damblainville, on me disait que c'était un petit peu. Il y avait sans arrêt des instituteurs différents. Parfois même, c'était pas des instituteurs, c'était des gens pas forcément enseignants. Non, on avait une institutrice qui n'a pas bougé pendant la guerre. Elle était secrétaire de mairie, elle a fait tout son temps. Elle est arrivée, elle avait une trentaine d'années et elle a toujours, jusqu'à la retraite, elle est restée au Moutier. D'accord, donc vous avez une scolarité normale. Jusqu'à ce que je parte en 46, oui, 46, je suis parti en pension. Mes parents m'ont mis en pension. Et donc vous n'avez pas manqué au niveau alimentaire. Il y avait des tickets de rationnement. Ah oui, oui. Ça vous en rappelez aussi des rationnements? Je peux même vous en faire voir, je pense. Ah, oui, c'est des cartes, c'est des tickets. Oui, elles sont toutes neuves. Elles sont dans un état impeccable. Ah oui. Et donc. Et ça, c'était pour. Alors. Parce qu'il y avait des tickets pour chaque type de produit. Oui. Donc là, comment on voit ce que ça concernait quoi comme rationnement ça? Alors là, ça, je ne pourrais pas vous dire. Hein. Oh, ils ont l'air tout neufs. Ben, oui, celui-là, il s'appelait Schnell. Bon, en allemand, ça veut dire vite. Ouais, oui. Et Walter Horst, d'accord. Ah ouais. Celui-là, Schumann. Uthoff, Wilhelm. Donc ils étaient au nom des Allemands qui étaient qui travaillaient, qui étaient prisonniers de guerre, oui. Enfin, pour chez moi personnellement, il y en a qui étaient à Norvège. Oui, ils sont tous datés de juillet 45. D'accord. Ah, c'est toute une époque. Hein. Celui qui n'a pas connu, il a du mal à trouver un sens à tout ça, parce que c'était un petit peu le bazar. Hein. Alors, 42, ça c'est jusqu'à 40, au début 44, là, on attendait la radio tous les jours, parce que mon père, il avait pas remis à la justice de paix, comme il s'était demandé, le poste radio. Ah, il l'avait gardé, il l'avait conservé, il l'a caché. Parce qu'il avait l'allemand parce qu'on hébergeait des Allemands. Et donc là, vous aviez le droit de le garder? Eh bien, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit, mais celui qui était contre Hitler nous avait dit gardez-le. Et puis, mais surtout, quand l'autre arrive, vous éteignez le poste, son collègue. Et alors, il y avait un mot de passe, et puis, avec mes parents, ils s'entendaient bien. Et même, il était formidable, celui qui était contre Hitler, il voulait écouter la radio, et ma soeur était petite, donc j'en avais une qui avait 2 ans, et puis l'autre qui avait 18 mois, et il avait demandé de prendre ma soeur dans les bras, parce qu'il avait une petite fille du même âge, mais il ne la connaissait pas. Oui, il n'avait pas vu.
Et il avait dit à ma mère, vous pouvez me... Voilà. Ça lui rappelait sa fille. Elle a dit oui, bien sûr. Et il nous a toujours sugré après, le temps qu'il est resté là. Hein. Donc, alors vous aviez, du coup, avec la radio, vous aviez des informations régulières. Je me rappelle Radio Londres. Ici, Radio Londres, les Français parlent au français. Et au même moment, les Allemands, sans arrêt. On arrivait à comprendre quand même, mais ils brouillaient au maximum. Et donc la libération, alors les Moutiers, par qui a été libéré, les Polonais et les Canadiens. Comme sur Morteau, d'accord. Oui, à peu près, oui, c'était la même vague. Hein. Et alors, comme on était sinistrés, quand on était reparti dans une petite maison à côté, l'armée allemande voulait faire résistance aux Moutiers, là, dans tout ce coin-là. Et le génie était là, avec des chevaux et des chariots, et il faisait des tranchées partout. Mes parents avaient un ami qui était réfugié, qui était du Havre, qui était réfugié à Train, il était jardinier de métier, il était venu faire le jardin. Et le lendemain matin, il y avait des tranchées partout. C'est mémorable. Et ça, je me rappelle comme c'était hier. Et alors, dans la petite maison, on était obligé de quitter, parce qu'on était envahi d'SS. Et puis ça canardait de part et d'autre. Et alors, sauf mon grand-père qui n'a pas voulu quitter. Il nous disait, les Boches, je leur ai fait la guerre, je les ai connus en 14, et je ne vais pas quitter la maison. Je reste là. Et il est resté là, parmi eux. Et il n'y a rien arrivé. Il n'y a rien arrivé. Et vous étiez parti on était parti dans les champs. En montant vers le Pays d'Auge, au-dessus de chez mes parents, il y avait beaucoup de haies, avec des chemins creux. Et mon père avait cru bon de se mettre à l'abri là-bas, parce qu'en plus, on avait des réfugiés avec nous. Des réfugiés. Il y avait 2 professeurs espagnols du lycée Malherbe, avec leurs femmes. Et il y avait un professeur de français du lycée Malherbe avec sa femme. Et ils étaient toujours chez nous. Ouais, pourquoi ils sont venus se réfugier ils étaient réfugiés de camp. Hein. Et ils sont tombés chez vous, enfin ils sont arrivés chez vous. Il y avait des connaissances d'institutrices des Moutiers. Il y en a un, c'était son beau-frère. Et puis de fil en aiguille, entre profs. Oui. Bon, et il y en a un qui s'appelait Jovino et l'autre Rubio. Vous vous rappelez du prénom? Ah oui, je me rappelle. Ils sont revenus nous voir d'ailleurs. Ouais. Et on faisait, comme il y avait un centre d'accueil au Moutier, on couchait les personnes avant que les Allemands n'arrivent. Et après, quand les chambres étaient libres, on couchait les réfugiés tous les soirs. Il y avait des gens qui étaient complètement épuisés. Il y avait un centre d'accueil en face de l'église des Moutiers, sur la route là. Il y avait un stand de nuit pour donner de la nourriture. D'accord. Et donc là, ils se reposaient, Alors certains, le procureur de la République de Caen, on l'a hébergé une nuit avec sa femme. Il est revenu nous voir aussi d'ailleurs. Ah ben oui, forcément. Et la nuit, on était bombardés, il n'y avait pas de réfugiés. Et une chance parce qu'il y avait, en plus des lits, on avait mis des lits au sol, et il y avait des parpaings de 20 kg, 30 kg qui étaient tombés sur les lits. Il aurait été tués. Ouais, comme quoi. Et donc vous êtes partis avec les réfugiés avec les... Oui, on était une vingtaine, 25. Oui, 25. Donc le long de la haie, dans un chemin creux. D'accord. Et on s'est mis juste en face d'arrivée des Polonais. Alors là, autre événement, on était là depuis 2 jours, tout le monde s'était mis à faire une tranchée. Il y avait une tranchée à boyaux avec un accès par un bout, pas par l'autre, c'était d'ailleurs l'erreur. Et comment on était le soir, on se mettait on dormait debout, quoi. Et comment je veux dire, comme de chance, je vous dis, les Polonais arrivaient de Noré, Barou-Noré, en haut des Moutiers, là, ils sont arrivés face à nous, avec les 4 chars éclaireurs. Il avait un petit peu d'avance sur les autres, et avant qu'il arrive, une demi-heure avant, 2 jeunes SS
qui viennent nous trouver là-bas, ils voulaient manger. On dit, on est réfugiés, nous, on n'a rien à vous donner à manger. On dit, il y a une ferme un peu plus haut, en haut de Noré, là. Et on les envoie dans la gueule du loup. Alors, ce qu'ils ont fait, ils sont montés dans des chaînes, et puis quand les chars sont passés, il y avait 3 fantassins derrière la tourelle de chaque char. Et les 3 fantassins étaient à l'air libre, bien sûr, ils étaient abrités par l'avant, et ils ont tiré et ils en ont tué un. Alors, arrivé vers nous, le premier char, il a commencé par braquer son canon sur nous. Alors, il y avait l'employé de ma mère qui a mis un torchon blanc, je ne sais pas quoi, pour faire voir qu'on était des civils. Et puis alors, elle s'en va pour serrer la main des Polonais qui étaient derrière le char. Il y en a un qui tend la main, mais la main était molle, il était tué. Alors là, il y a eu une réaction, ils se sont arrêtés tous les 4 chars. Ils se sont communiqués par radio, et puis ils ont fait la chasse aux 2 Allemands. J'avais 16 et 18 ans. Et ils ont fusillé d'à côté de nous. Ah oui, vous savez, ça marque. Hein. Et donc, le Polonais, ils l'ont descendu, il était tué, il avait pris une balle dans la colonne vertébrale. Et puis, les 2 SS, ils les ont mis à côté. Il y a eu une rafale de mitraillettes et ils les ont tués. Ouais, c'est dur. Hein. C'est ça la guerre. Hein. Ouais, c'est dur quand on a 5 ans, voir tout ça. J'ai eu 10 ans là. Oui, vous aviez déjà 9 ans. Ouais. 9 ans, ouais, oui. Ouais. Oui, vous étiez déjà plus grand. Ouais, Ah bah oui, mais c'est jeune. C'est dur quand même. C'est comme ça. Et pendant qu'on était dans la tranchée, il y avait un échange d'artillerie de chaque côté. Et j'ai un petit copain qui est d'école, qui était au Moutier, là. Son père n'a pas été raisonnable. Il l'a envoyé avec un ouvrier parce qu'il y avait un animal qui était échappé. Quand il y a la mitraille comme ça, on laisse aller. Hein. Ils ont voulu aller ramasser l'animal. Et l'employé a ouvert la barrière, l'eau est tombée sur la barrière. Et l'employé a été... Il était volatilisé, et les membres étaient à droite, à gauche. Et puis le gamin qui suivait, le petit copain, il était tué. Et puis son frère qui suivait a eu un éclat aussi dans le bras. Enfin, lui s'en est tiré. Mais le petit, là, qui avait 1 an de moins que moi, il avait 8 ans, oui. Et il était tué net. Hein. Et pour lui... Quand ça mitraille comme ça, faut savoir s'arrêter et se planquer. Et quand on a vu des choses comme ça à notre âge... Oui. C'est pour ça que je vous dis, ça m'endurcit terriblement. Et il faisait très chaud au mois de juillet. Et au mois d'août 44. Hein. On était libéré le 17 août. Et c'était juste au moment de la libération. Il était tué le 16 ou le 17, je ne me rappelle plus exactement, une journée près. Et il fallait enterrer le plus rapidement possible. Et alors, les parents me disent, comme j'étais son petit copain, il y avait une habitude, il invitait, quand c'était une personne âgée, 4 personnes du même âge qui étaient de chaque côté du cercueil, et alors il m'avait demandé d'y aller. Je suis allé, alors là j'ai encore vu des choses que j'aurais pas dû voir. Dans le cimetière des Moutiers, les Moutiers étaient... Il y avait, à droite, il y avait une vingtaine d'Allemands empilés les uns sur les autres qui attendaient la fosse commune. À gauche, il y avait des Canadiens et des Polonais. Et il y avait une femme et une petite fille de 10 ans, qui est toujours dans le cimetière des Moutiers, petite fille de réfugiés. Et alors, vous voyez, si bien que 3 ou 4 jours après, quand c'était terminé à Chambois, là, mon père il avait envie d'aller voir le champ de bataille. Et il m'a dit, je t'emmène. Et je suis allé au champ de bataille. C'était l'apothéose. Ouais. C'était l'apothéose. Donc oui, vous avez repris la vie... On l'a pris. Mes parents on ne savait pas ce qui serait fait après la guerre, s'il y aurait de la reconstruction, si quoi que ce soit. Et comme la maison méritait d'être réparée, mon père a entrepris de la faire réparer. Alors c'était toute une galère. On avait un ami qui était maçon, qui a trouvé les matériaux, puis qui a remonté au mieux, pour qu'on puisse rentrer chez nous. Et bon, je vous dis, c'était la galère. Alors, tel est si bien que quand on est rentré chez nous, ma mère est tombée malade. Elle a craqué à ce moment-là. Elle a craqué,
Et c'est moi qui lui ai rappris à marcher. Je lui servais de béquille, si vous voulez, d'un côté. Hein. Parce qu'elle était 6 mois au lit avec 2 phlébites. 6 mois au lit avec 2 phlébites, elle ne savait plus marcher. Oui, Elle a fait, entre-temps, au début, elle a fait crise cardiaque, embolie pulmonaire. Après ça, elle a eu une infection des reins. Et alors, je vous assure, mon père, il ne vivait pas. On s'attendait au pire. Hein. Ouais. Alors, moi, je m'occupais de mes sœurs. C'est le contre-coup, elle est le contre-coup de tout ça. Ah bah oui, contre-coup, oui. Donc c'est vous qui étiez en charge de... Je faisais ce que je pouvais faire. Avant d'aller à l'école ou après l'école. Ah oui, la vie est rude parfois. Ah. Et quand vous voyez aujourd'hui le conflit en Ukraine, Vous savez, qu'est-ce que c'est ça? Quand vous voyez ça, ça fait... C'est ce que j'ai ça fait vous voir. a replongé dans toute cette période-là? J'ai fait voir ça aux soignants. C'est des agrandissements qu'on a fait quand j'avais été entendu pour le musée de Falaise. C'est des agrandissements qu'on a fait faire à ce moment-là. J'ai encore des petites photos, mais je ne les retrouve pas. Chez Bouasson, j'en ai encore d'autres. Je voudrais les faire agrandir. Et ça, je pourrais les scanner ou... Ah bah oui, si vous voulez. Hein. C'est toutes les mêmes ou... Ah non, c'est pas toutes les mêmes. Celle-là et celle-là. Attendez, celle-là c'est la même. Celle-là, vous voyez la hauteur, oui. vous voyez la hauteur du trou de bombe. Et ils sont à la hauteur du toit, les gars qui dégagent. Et le trou faisait 21 ou 23 mètres d'envergure et 6 mètres de profond. Et on a eu de la chance parce qu'on aurait été tués. La bombe est tombée dans le jardin là, chez mes parents. Donc on ne le voit même pas, le jardin. Bah, il est sous les décombres, non? Il est sous les décombres. Eh bien, si on l'aperçoit, on voit les grilles. Et il y avait des allées en grès. Et la bombe est tombée dans le mou, dans la terre. Autrement, elle aurait éclaté en surface. Et on s'est demandé pourquoi on était bombardé à cette heure-là de la nuit. Et alors la déduction, puis les renseignements qu'on a pris, c'était un bombardier allemand qui était pourchassé par les Anglais et qui a voulu se délester de son chapelet de bombes. Il avait 4 bombes de 500 kg. Elles sont tombées toutes les 3 derrière la maison, mais en enfilade, vu que ça tous les 50 mètres. Et la dernière, elle fait 50 mètres, puis elle est tombée chez nous. C'est fou, hein, mais c'est le destin, c'est comme ça. Hein. Et qu'est-ce qui vous a le plus, enfin quand vous pensez à toute cette période-là, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en dehors de, enfin vous avez vu des choses terribles. Ben oui. Qu'est-ce qui vous, alors les morts peut-être, quand j'ai été le voir mon petit copain d'école là. Ouais. Ça marque. Ça m'a marqué. C'est la chose la plus terrible. Ouais. Il avait les cheveux brûlés, vous avez l'impression qu'il était crêpé, vous savez, inimaginable. Il était tout jaune. Ça m'a... Vous avez dû faire des cauchemars? Non. Non, mais j'ai vous avez créé une carapace naturelle? Faut croire. Quand on avance dans la vie comme ça, avec ces images-là... vous savez, mais par contre, ça reste en mémoire. Hein, je vous assure que tout est enregistré, chronométré. Ouais. Et quand vous voyez que ça recommence aussi facilement... C'est ce que je crains là, vous voyez, parce que j'ai suivi, parce que mon père, il aimait assez bien la politique, et il me disait toujours, il m'a expliqué comment ça s'était passé. Parce que moi je suis né en 1935, donc au moment du Front populaire. Et 1938, il y a eu l'Allemagne, Hitler a annexé la Tchécoslovaquie, et puis et l'Autriche. L'Autriche c'était facile, c'était son pays d'origine. Et après, nous, la France, on avait un traité d'assistance avec la Pologne et l'Angleterre aussi. Et c'est là que tout a dégénéré, parce qu'il a voulu après investir, envahir la Pologne.
C'est là qu'on est rentré en guerre, quoi. Malgré les accords de Versailles et tout le bazar. Ouais. Et là, c'est sûr, quand on entend Alors, la il y a Suède et des, il y a la des Finlande. similitudes quand même, c'est ça qui m'inquiète. Quoi. Parce qu'on tourne, mais quand il va s'il se sait acculer, lui, quelle réaction il va avoir? Il a l'arme atomique. Ben oui, et les menaces, là il a dit que si la Suède et la Finlande adhéraient à l'OTAN, ça veut dire des bases près à ses frontières. Ben voilà, c'est ce qu'il ne veut pas. Il veut déjà pas pour l'Ukraine, et encore moins pour la Suède et la Finlande. Ouais, c'est préoccupant. Ouais. Et moi j'y pense quand même, parce que, dans mon sens, les similitudes sont là. Hein. Ben oui, quand on a connu la dernière guerre, on souhaite qu'une chose, j'imagine, c'est que... Ça ne revienne jamais, mais bon, l'histoire se répète. Ouais, on ne tire pas les leçons, en fait. Si, on tire les leçons à un moment, mais on croule, on s'écroule à nouveau dans des... Ouais. Après, il suffit d'un fou pour que la planète entière s'embrase. On l'a bien vu. Hein. Il suffit d'un... Alors moi, ce qui me sidère, c'est qu'il y a des fous, mais il y a toujours des gens derrière qui sont prêts à le suivre. Ah oui, c'est incroyable, mais c'est toujours... Hein. Donc là, on l'a vu Hitler, hein, il était entouré par d'autres malades, aussi malades que lui, qui étaient prêts à tester des choses des plus terribles les unes que les autres. Et là, Poutine... Ils ont testé, ils ont fait... Ouais. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les camps. Hein. Bah, quand on va voir, vous avez visité Auschwitz et Birkenau, c'est terrible. Ouais. Mais j'ai vu des gens, j'ai eu une dame qui habitait Noré. Elle s'est sortie du camp de... Je ne sais plus où. Elle s'est sortie parce qu'elle était capot. Ah. C'était pour une référence. Hein. Mais elle m'a raconté des choses. Ah oui, mais ça, c'est particulier aussi, les capots. Hein. Qu'est-ce qu'il faut, on va quand même pas les plaindre quand même, enfin, je sais pas. C'est quand même des gens qui menaient la vie dure aux autres. Ah oui, oui. Donc, ça c'est pareil. Comment on peut... Ça, je sais pas, appliquer les gens des perdent choses la tête à ce moment-là. Ouais. Enfin, après, c'est... Je sais pas. Et des résistants, des actes de résistance, on parlait de réfugiés tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu des actes de résistance oui, comment je veux dire, en 1944, je reviens à ça, un avion allemand est tombé là, en haut des Moutiers, là, dans la partie haute des Moutiers. Il a été mitraillé au-dessus de la ferme de mes parents. Et il était 11h du matin, j'étais sous le hangar et les douilles est tombé sur le hangar. J'étais toujours là. Et alors, il a fait, je pense, 600 mètres, puis on a vu une boule noire qui partait de l'avion, et puis on a entendu un fracas, et par l'élan, il est tombé à 3 km de chez nous, quoi. Mais alors, anecdote là aussi, il est tombé pas très loin de la fromagerie Baudot, là, où il y avait une vingtaine d'ouvriers, et c'était à l'heure de midi, et oui, 11h30 midi, et il y a des ouvriers qui sont allés voir. Et parce que le pilote a sauté en parachute, et le parachute s'est mis en vrille. Et il s'est écrasé au sol et a fait un trou avec sa tête dans le sol. Et il est mort. Bien sûr, il était mort. Et alors, il y avait dans le groupe des employés de la fromagerie, là, il y en a un qui était un peu simplé. Malheureusement, il a été voir. Et puis au retour, il avait bien vu que l'Allemand était tué, qu'il avait un revolver, qu'il avait des bottes. Et cet idiot-là, la gendarmerie allemande est venue faire l'enquête. Elle l'a interrogé et il a raconté qu'il avait un revolver et des bottes. Oui, un revolver. Alors, dans la foulée, le conseil municipal des Moutiers, il y avait un curé, le conseil municipal étaient tous pris en otage. Si, sous 48 heures, il n'y avait pas le retour du revolver et des bottes. Alors,
Mon père, qui était conseiller municipal ou adjoint, je ne sais plus au nom, avec le maire, n'en parlons pas parce que c'était un brave type, alors il buvait, les 3 quarts du jour, il ne voyait pas le jour. alors, mon père et puis avec quelques conseillers, ils ont fait de la route, ils savaient où il y avait des nids de résistance, notamment dans l'Orne, à Louvière. Là. Ils sont allés trouver un instituteur justement qui s'occupait de ça. Et il a dit, écoute, c'est notre vie qui est en jeu. Si le revolver ne rentre pas, et les bottes, elles sont revenues, et c'est un type qui est revenu avec un sac sur le dos. Il dit, j'ai trouvé une paire de bottes. Et le revolver, il était posé dans la nuit sur la fenêtre du maire. Alors ça calmait tout, puis il n'y a pas eu de... Mais ils ont eu peur. Ouais, les gens ont eu peur. Hein? Les gens ont eu peur. Ah oui. Et sur les Moutiers, il n'y a pas eu de déportés? Non. Il y en a eu à côté des Moutiers, là. C'est pareil, une relation d'une jeune femme avec un copain. Et le père ne voulait pas du mariage. Oh. Alors Kata, comment je veux dire, il savait qu'il avait une arme, le père de cette fille-là. Oh, c'est la femme de ménage. Et alors, il l'a dénoncé. Et le pauvre bonhomme, il est parti. Et en plus, il bégayait. Je vois encore un petit bonhomme, il est parti, il n'est jamais revenu. Ouais. Et je crois qu'il est mort à Dachau. Ouais, c'est terrible ça. Vous voyez, mais il y a des corrélations avec toutes les communes et tout, hein, mais il faut le savoir. Ah oui, le docteur Grimbert, lui, il a été arrêté. C'était suite aux attentats de Moult. De Moult, avec où était mêlé Edmond Robert. Oui, c'est ça, oui. Hein, donc c'est suite à ça, à ces attentats, qu'ils ont arrêté plusieurs personnes, dont le docteur Grimbert. Mais pourquoi qu'ils l'ont arrêté là? Personne ne sait. Ah oui, c'est bien là. Je vous dis, c'est plein d'interrogations, le livre. Oui, c'est ce que dit. En plus, il a été arrêté 2 fois. Oui, oui. Une première fois arrêté. Bonjour, madame. Arrêté, libéré. Tout le temps après, alors peut-être grâce à Guy de Blanchard, peut-être. Quand il était interné à Caen, il était libéré aussi. Il était arrêté. Et il était. À l'aise. Comment? Dans l'Oise, zut. Le nom de m'échappe, le nom du pays. Ils étaient envoyés dans l'Oise. À Beauvais, non? Non, à côté, pas très loin. Suite à son arrestation? Oui. Je me rappelle. Je sais qu'il avait été arrêté une première fois à Falaise, et par contre, ils l'ont libéré. Oui, comme elle dit, sans qu'on sache ni par qui, ni pourquoi. Compiègne. Ah. C'était un centre pour récupérer tous les condamnés qui étaient envoyés en Allemagne. Ah oui.